Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vais encore vous raconter quelques anecdotes, cette fois pour plomber un peu l'ambiance en société ou pour paraître un peu taré. Le 4 juillet, les Américains fêtent leur indépendance, c'est un peu l'équivalent de notre 14 juillet à nous. Il y avait donc une chance sur 365 pour qu'un président meure à cette date. Et pourtant ça n'arrivait pas une fois, ni deux fois, mais trois fois. John Adams, Thomas Jefferson et James Monroe sont morts à cette date. Et plus surprenant encore, Adams et Jefferson sont morts le même jour de la même année, à quelques heures d'écart. Parfois, on peut juste pas échapper à son destin. Et c'est pas Michael Anderson Godwin qui vous dira le contraire, parce qu'il a été condamné à mort en 1989. À la base, il devait être exécuté sur une chaise électrique, mais il a été gracié, et sa peine est devenue une peine de prison à perpétuité. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais un beau jour, Michael, qui est sur ses toilettes en fer dans sa cellule, se dit que pour passer le temps, il va en profiter pour réparer sa télé. Et il trouve rien de mieux à faire que d'utiliser ses dents pour dénuder un fil. Et ça a été une erreur fatale, parce que la télé était encore branchée, et du coup il s'est fait électrocuter sur ses toilettes en fer. Je me demande limite si la chaise électrique c'était pas mieux quand même, hein. Un peu plus glamour. Renato Bialetti était le fils de l'inventeur de cette très célèbre cafetière. Renato a demandé à ce que, à sa mort, ses cendres soient mises dans une de ces cafetières qui a fait sa renommée. Ses enfants ont respecté sa dernière volonté et un prêtre a donc béni cette cafetière moka dans laquelle il y a des cendres humaines. En juillet 2016, un embouteillage a duré pendant 3 jours en Indonésie. Tout le monde a pris la route pour fêter la fin du ramadan et du coup tout le monde s'est retrouvé bloqué. Mais pire que ça, on a dénombré 12 morts à cause de cet embouteillage. Alors la plupart des personnes décédées étaient des personnes âgées, certaines sont mortes de fatigue ou de complications médicales et il y a même un bébé qui s'est retrouvé empoisonné par les émanations des autres véhicules. Quand on parle de Révolution française, on pense tout de suite à la guillotine. Mais en fait, au début de la Révolution, les exécutions sommaires, elles se faisaient par pendaison. Les révolutionnaires pendaient ceux qu'ils considéraient comme coupables à des lanternes. Et d'ailleurs, très vite, c'est devenu une expression. La foule criait à la lanterne dès qu'ils voulaient la mort de quelqu'un. On raconte par exemple que quand la foule a envahi le palais des Tuileries, elle portait une potence avec un mannequin qui portait une pancarte qui disait Marie-Antoinette à la lanterne. Et d'ailleurs, les lanternes les plus utilisées pour ce genre d'exécution, c'était celles qui étaient en face de l'hôtel de ville, parce que là-bas, il y avait un buste de Louis XIV, donc c'était très symbolique. Et justement, l'une des premières victimes de la lanterne, c'est Joseph-François Foulon, qui 10 jours avant sa mort a été nommé l'équivalent du ministre des Finances. Il y a eu une grande campagne de désinformation autour de lui et il y a très vite une rumeur qui s'est répandue comme quoi, alors que le peuple mourait de faim, il aurait dit si le peuple n'a pas de grain, qu'il mange du foin. Alors même aujourd'hui on n'est pas vraiment sûr qu'il ait dit ça. Par contre ce qui est sûr c'est qu'il a pris vraiment cher. À l'époque il avait 75 ans mais ça n'a pas empêché le peuple d'aller chercher dans sa cachette, de le ramener pieds nus à Paris en lui bourrant la bouche de foin. S'il avait soif, on lui donnait du vinaigre au poivre à boire, c'est un délice. Et puis bon, comme c'est un être humain quand même, on lui essuyait régulièrement le visage, avec des orties. Une fois qu'on l'a bien humilié, bien tabassé, on décide de le pendre à une lanterne, mais la corde casse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On le décapite. Ouais, à cette époque-là non plus, on se faisait pas trop chier avec des détails. Son gendre est lui aussi pendu, lui aussi décapité, on met leur tête au bout d'une pique, toujours avec du foin dans la bouche, et après la foule s'amuse à rapprocher leur tête en criant « Embrasse papa ». Ah, quelle belle époque. Cannibal Holocaust, ce film il est sorti en 1980, mais aujourd'hui encore il reste une référence du cinéma gore. Dès sa sortie il s'est retrouvé interdit dans plus de 60 pays, dont l'Italie, alors que son réalisateur est italien. Alors le film raconte l'histoire d'une expédition qui a disparu alors qu'ils étaient en contact avec une tribu cannibale. Le film est extrêmement violent et il met en scène la mort d'animaux qui ont vraiment été tués pour les besoins du film. Et le réalisme est tel que le réalisateur va devoir prouver que les acteurs n'ont pas réellement été tués devant les caméras. Et notamment que l'actrice qui est empalée durant le film est toujours en vie. Et en l'occurrence c'est le cas, aucun des acteurs n'a été tué pendant le film, et le réalisateur sera acquitté. En 1882, George Johnson, un Américain, a besoin d'un cheval. Donc il en achète un de la manière la plus légale qui soit. Oui mais voilà, le cheval a été volé par celui qui le lui revend. George est accusé du vol, et puis on le pend dans la foulée. Ouais, à l'époque c'était un peu expéditif. Bon, les gens se rendent compte de leur erreur mais un peu tard, et du coup il lui offre une sépulture un petit peu spéciale, sur laquelle on peut lire comme épitaphe « George Johnson, pendu en 1882, il avait raison, nous avions tort, et maintenant il est mort ».